Mesdames et messieurs, le son fonctionne formidable. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement de la Banque cantonale de Genève. Quelle solution d'investissement dans des moments, on va dire, intéressants. Le timing est bon. Je m'appelle Frédéric Lelièvre, je suis le rédacteur en chef de l'AGFI et ravi de vous accompagner pendant cet événement, on peut dire, qui tombe vraiment à pic. Les mesures tarifaires décidées, puis annulées, enfin en partie, par Donald Trump, secouent la planète économique tout entière. Et bien sûr aussi les marchés financiers, ça ne vous a sûrement pas échappé. Comment analyser cette situation? Comment réagir? Et quelles solutions de placement privilégier? On va répondre à ces questions grâce à plusieurs spécialistes qui sont avec nous ce matin. On commence par une vue générale, la vue macroéconomique, comme on l'appelle, avec Valérie Lemaigre, chef économiste et responsable de la politique d'investissement. Valérie, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et merci pour votre intérêt. Alors, le titre de la présentation, c'est « Perspectives économiques ». Hier, on y a mis un point d'interrogation. Est-ce qu'on peut, dans un contexte aussi tumultueux, continuer à réaliser des perspectives économiques? Et c'est évidemment primordial pour vous investisseurs, primordial pour tous les entrepreneurs, de travailler sur des perspectives malgré la volatilité de très court terme. Alors, comment on fait pour travailler sur des perspectives? Eh bien, avant tout, on va commencer par un domaine déterminant pour l'ensemble du monde. C'est que se passe-t-il sur le commerce mondial? Vous voyez en haut à gauche ce graphe qui vous montre le lien entre le commerce mondial et la croissance économique mondiale. C'est crucial de comprendre quelle est la direction de ce commerce mondial pour pouvoir identifier non pas exactement ce qui va être créé comme croissance, mais quel est l'état d'esprit dans lequel les entrepreneurs évoluent. Est-ce qu'ils ont des perspectives? Est-ce que réellement ils ont une visibilité vis-à-vis de leur projet d'investissement? Et donc ce facteur-là est déterminant. C'est évidemment celui qui est agressé par les nombreuses annonces récentes. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est le catalyseur des tarifs doit rester un catalyseur, mais que vous avez des circonstances au niveau du commerce mondial où l'appréciation du dollar au moment de l'arrivée de Donald Trump, au moment des élections, jusqu'à son arrivée, cette appréciation-là avait déjà, normalement, c'était un facteur de frein à ce commerce mondial. Commerce qui est de plus en plus concentré sur les biens, et c'est effectivement ce dont traite Donald Trump, sur les biens et sur trois secteurs déterminants, à savoir la technologie, la pharma et l'énergie. Trois secteurs cruciaux qui déjà avaient certains facteurs de frein, donc on s'inscrivait dans une perspective de ralentissement de ce commerce mondial. Alors, on va reparler bien sûr des tarifs, mais je voudrais simplement vous lancer les sujets, puis on en reparlera lors de la table ronde. L'autre sujet préoccupant de ces tarifs, mais avant même de ces tarifs, c'est que se passe-t-il sur les prix, sur l'inflation? Est-ce que l'inflation sera sous la pression de ces tarifs? Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans une économie où les prix sont toujours sous la pression domestique, des salaires, des services, d'une activité qui reste relativement bonne, on ne doit pas aller rajouter un facteur supplémentaire de choc à ces prix déjà rigides à la baisse. Donc ça, c'est simplement pour vous introduire qu'une politique monétaire ne peut pas tout faire, ne peut pas dire parce que M. Donald Trump le souhaite qu'elle doit baisser les taux, mais qu'elle doit absolument ancrer cette inflation qui pour l'instant n'est pas une inflation sur laquelle on peut s'aplatir comme les zones de déflation qu'on a eues à certains moments. On ne peut pas, on doit rester très prudent en termes de politique monétaire. Donc un contexte
de croissance déjà au ralentissement, indépendamment des tumultes de Donald Trump. Et puis vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous vous attardez quand vous voulez nous convaincre d'investir sur la croissance et sur l'inflation ? Bien, parce que clairement, en tant qu'investisseur, vous êtes comme un entrepreneur. Vous avez besoin de comprendre dans les actifs économiques que vous allez acheter, à savoir une action, un capital d'une entreprise, une obligation, une dette d'une entreprise, voire même d'un gouvernement, vous devez avoir le même comportement qu'un entrepreneur. C'est est-ce qu'on va pouvoir créer du gain sans le détruire ? Le gain créé, c'est évidemment la valeur ajoutée que l'entreprise va créer. La destruction de ce gain, c'est malheureusement l'inflation. Et on l'a bien compris en 2022 quand les coûts se sont envolés, notamment les coûts de l'énergie. Donc c'est crucial de pouvoir resituer dans un cycle économique le potentiel de créer du revenu versus le potentiel de détruire ce revenu avec l'inflation. Alors ce schéma-là est très compliqué. Il vous montre juste que quand on investit dans la diversité des classes d'actifs que je vous ai citées, et puis on peut rajouter l'immobilier, c'est crucial de comprendre ce qui se passe au niveau du cycle et au niveau de l'inflation. Alors que viennent faire les tarifs ? Eh bien les tarifs, ils viennent apporter de l'imprévisibilité, on en a parlé, indépendamment des tweets de Donald Trump, ça met une imprévisibilité pour l'entrepreneur que vous pouvez être et l'investisseur que vous pouvez être. Manque de visibilité sur le futur dit attentisme. On n'investit plus dans les projets, on n'investit plus dans les équipements, on attend un peu ce qui doit se passer. Et c'est ce manque de visibilité, manque de cette imprévisibilité qui a déjà conduit les entreprises, notamment exportatrices, ces entreprises-là, à freiner leurs investissements, à les reporter le cas échéant. Donc cette histoire de taxes vient créer de l'imprévisibilité qui finalement crée beaucoup de volatilité parce qu'on est en train d'essayer d'évaluer les effets directs et indirects de ces taxes douanières. Là, je vous illustre simplement les effets qui ont été calculés pour 10% de taxes. Ça tombe bien parce qu'après on les a adaptés à 31% de taxes et puis maintenant on est revenu à 10%. Donc ces effets-là directs sont assez intéressants à noter. Et ce qui vous montre, c'est qu'on peut gérer ces effets de taxation de 10% supplémentaires. Et on reviendra là-dessus sur les entreprises. C'est gérable, ça peut créer un peu d'inflation, ça va créer un peu de ralentissement globalement par rapport aux différentes économies. Mais si on se limite à 10% de taxes, c'est gérable par les entreprises. Alors pourquoi c'est la panique généralisée ? Eh bien parce que dans cette imprévisibilité, vous avez une série d'acteurs économiques, comme je le disais, et de financiers qui ont créé cette volatilité extrême parce qu'ils ne savent pas où va aller l'économie américaine. Parce qu'on vous parle un jour de 31, un jour de 10%, un jour de 125 pour la Chine. Et c'est cette imprévisibilité qui crée la volatilité énorme du marché. Ça n'est pas le fait qu'on est déjà dans une récession globale. On n'est pas dans une récession, on est dans une crise de confiance de certains acteurs. Et ça se marque aussi avec l'évolution de l'or. Vous voyez un indicateur d'incertitude économique et l'évolution de l'or. Et ce qu'on a observé chez nous, c'est une explosion des barres d'or vers les États-Unis. Donc la crainte qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas finalement le dollar qui est sous cette possibilité d'être dans une crise de confiance. Et je pense qu'on reviendra sur ce débat-là. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les taxes douanières qui créent la perte de confiance vis-à-vis d'un scénario de ralentissement ou de récession. Alors, puisqu'on a donné un contexte où en ralentissement, on a traditionnellement de la volatilité, où on a eu un catalyseur qui sont ces taxes douanières, donc cet environnement-là, il a été
accélérés par des mouvements de marché, mais revenons aux fondamentaux, revenons aux perspectives économiques. Et si vous regardez les acteurs économiques, vous avez les entreprises qui ont des marges, et puis là on parle de toutes les entreprises, on ne parle pas des entreprises uniquement cotées en bourse, qui ont des niveaux de marge qui sont tout à fait solides, de marge et de profitabilité qui sont solides et qui n'appellent pas à des ajustements imminents. Et si vous regardez le particulier, le consommateur, celui dans nos économies qui contribue aussi largement à créer de la valeur, mais ce consommateur-là, il est aussi sur des niveaux d'épargne pour la Suisse ou même pour des pays plus limitrophes à problèmes comme la France, qui sont entre 15 et 20% du revenu disponible. Ce sont des situations financières qui sont tout à fait stables, confortables, avec un marché de l'emploi qui lui aussi est solide. On parle beaucoup des États-Unis et de l'explosion du taux de chômage. Je rappelle quand même que le mois dernier, ils ont encore créé plus de 200 000 nouveaux emplois aux États-Unis. Ce qui nous montre réellement que la situation d'excès de manque de confiance ou de méfiance est une situation qui est basée sur un sentiment, une volatilité et non pas sur les fondamentaux. Et donc nous, on doit, en tant qu'investisseurs de l'économie, on doit revenir sur ces fondamentaux-là, réévaluer pour distinguer les opportunités qui sont évidemment disponibles sur les marchés. Je termine sur ces chiffres, évidemment on ne va pas les commenter, simplement pour vous dire qu'on est dans un environnement où cette volatilité est normale, ce n'est pas elle qui définit une récession mise en place, c'est un environnement où il faut se diversifier dans ces classes d'actifs, mais aussi à l'intérieur des classes d'actifs, et pourquoi pas la Suisse, on va vous en parler, la Suisse qui a été malmenée ces dernières semaines sur le marché boursier et qui pourtant intègre énormément de très bonnes sociétés de qualité. Donc on va revenir sur le sujet évidemment pendant la table ronde. Merci beaucoup Valérie. J'ai bien aimé votre expression, la Trump panique. Non seulement c'était bien trouvé. C'était donc la vue générale, la vue macro. On va passer à une vue plus micro avec Bruce Crochard, chef de l'asset management, de la gestion d'actifs à la BCGE. Voilà, 10 minutes aussi pour vous. Merci beaucoup. À mon tour de vous souhaiter à tous la bienvenue et de se concentrer désormais sur une solution d'investissement dans ce monde hautement incertain que Valérie vous a présenté. Et pour ce faire, on a choisi aujourd'hui de vous parler d'un de nos produits, le Best of Swiss Economy, comme son nom l'indique, qui va se focaliser sur la Suisse, un domaine qui m'est particulièrement cher et que je vais développer dans un instant. Alors, en 2 mots, le but n'est pas de parler d'un produit, mais simplement pour vous l'illustrer. Ce mandat est un mandat de gestion surpondéré dans les actifs suisses pour des investisseurs avec un profil dynamique. Donc, il a à peu près 2/3 d'actions, ce mandat. L'objectif de ce mandat est très clair, c'est le gain en capital. Et fait très intéressant et important, il est uniquement en francs suisses. Donc, il y a une immense partie déjà en francs suisses et la partie internationale est couverte contre le risque de change. Donc je vais me concentrer sur la partie rouge de ce mandat. C'est un mandat diversifié, Valérie vous en a parlé, les différentes classes d'actifs. C'est un mandat diversifié, il y a à peu près 2/3 d'actions. On a un peu plus de 10% en immobilier indirect suisse. On a un petit peu d'obligations uniquement en francs suisses. Et enfin, quelques liquidités également qui composent donc l'ensemble de ce mandat. Alors pourquoi les actions suisses et qu'est-ce que c'est les actions suisses? Je suis persuadé que vous en savez beaucoup. Je vais essayer de vous en apprendre un peu davantage. Alors les actions suisses, c'est grosso modo 204 sociétés qui sont cotées à la bourse de Zurich, la bourse principale. On a une autre place boursière en Suisse qui est Berne, qu'on ne considère pas dans ce produit puisqu'elle est très peu liquide et surtout elle a des règles comptables, je dirais, pas suffisamment élaborées pour être considérées. Donc 204 sociétés, si on les combine tout ensemble, c'est environ 2000 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est un très grand chiffre, mais qu'il faut mettre en perspective des plus grandes sociétés aujourd'hui. C'est encore, malgré la décote et la baisse de ces derniers jours, bien plus petit que les grandes sociétés américaines. Donc l'ensemble du marché suisse est somme toute relativement petit par rapport aux plus grands.
mais fait intéressant, c'est à peu près la même taille que le marché des actions allemandes. Donc par rapport à la taille de notre pays et de notre économie, le marché suisse est relativement grand. Deux indices principaux, ce n'est pas le fait le plus intéressant. Le chiffre qui est caractéristique de notre marché, c'est 90% d'exposition à l'étranger. Donc évidemment que d'investir dans les actions suisses, on investira un peu dans l'économie suisse, mais on s'exposera surtout à l'étranger, avec 90% des ventes qui se font hors de Suisse. J'ai rajouté un deuxième chiffre, vu l'actualité, environ 24%, 25% de ces ventes sont aux États-Unis. Donc les États-Unis sont au niveau économique, mais aussi au niveau des sociétés boursières, notre premier partenaire commercial si on considère les pays. Évidemment, l'Europe en tant qu'entité commerciale est plus grande que les États-Unis, mais c'est devenu notre premier pays partenaire. Ensuite, alors c'est très générique de dire que les sociétés cotées suisses sont leaders dans leur marché. Vous le verrez de manière beaucoup plus concrète dans un instant. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont surtout des sociétés, et dans ces temps incertains, notamment de tarifs, qui ont des marges très élevées et des pouvoirs sur les prix très élevés. Elles peuvent relativement facilement, évidemment, si elles étaient présentes aujourd'hui, elles me diraient qu'elles ont toutes les peines du monde à augmenter leurs prix, c'est vrai, mais elles ont ce pouvoir comparé à des sociétés qui sont moins bien positionnées en termes concurrentiels. Enfin, un chiffre très important pour nous, 8% des ventes qui sont investies en moyenne en recherche et développement, c'est beaucoup plus que leur contrepartie européenne, c'est beaucoup plus que les sociétés américaines si on exclut les 7 magnifiques, alors je ne sais pas si on peut toujours les appeler comme ça, mais les 7 plus grandes sociétés américaines. Donc nos entreprises investissent en recherche et développement. C'est la clé, je pense, de la thèse d'investissement en Suisse. C'est la recherche et développement, c'est l'innovation dans laquelle vous investirez. Dernier point, l'endettement qui est très faible. Je pense que ça vient rajouter aux critères de qualité de nos entreprises. Donc toute cette activité se fait sur un très faible niveau d'endettement, donc avec des fondamentaux qui sont excellents et qui, vous le verrez, se sont très peu dégradés. Deuxième élément sur le marché suisse, et je vais vous épargner tous ces petits chiffres, l'idée sous-jacente est beaucoup plus simple. Le marché suisse est un marché défensif. Défensif de par les secteurs qui le composent. On a environ 50% du marché qui est composé de sociétés de la santé et de sociétés de la consommation de base. Pourquoi on considère que c'est défensif? La santé et la consommation de base sont très peu affectées en phase de ralentissement économique. Valérie vous en a parlé, c'est notre scénario. Pas du tout de récession, attention, mais de ralentissement économique. Et dans ces scénarios-là, on continue évidemment de consommer des médicaments, on continue de consommer de la nourriture, des biens de première nécessité, ce qui grosso modo sont 50% de nos marchés cotés. Par contre, on va avoir beaucoup moins de sociétés qu'on considérera cycliques, donc liées à ce cycle économique, comme des sociétés industrielles qui sont bien plus représentées en Europe, ou des sociétés technologiques qui, cette fois-ci, sont bien plus représentées aux États-Unis. Un point de résumé sur le marché des actions suisses, avant d'être un petit peu plus concret avec les sociétés, c'est son rapport entre la performance et le risque. J'ai mis ici les chiffres à jour à une très mauvaise période, c'est le 8 avril, donc ça comprend déjà la forte correction qu'on a pu entrevoir, et ça ne comprend pas l'excellent rebond qu'on a aujourd'hui. Mais de toute façon, cette conclusion, quelle que soit la période de temps, est assez souvent exactement la même, à savoir que la Suisse a un très bon rapport risque-rendement. Elle aura un peu moins de rendement que les États-Unis, qui reste le marché le plus performant en termes boursiers ces dernières années, voire ces dernières décennies. Par contre, elle offre une volatilité, donc une variation de ses rendements beaucoup plus faible, tant que les États-Unis que l'Europe. L'Europe qui est un petit peu l'outlier, comme on l'appelle en statistique, puisqu'en fait, on a tous appris en théorie économique que pour avoir plus de rendement, il fallait prendre plus de risques. C'est vrai pour la Suisse et les États-Unis, mais finalement, on voit qu'en Europe, on a plus de risques pour moins de rendement pour un investisseur suisse. J'ai oublié de le mentionner, ici, tous les chiffres sont rebasés en francs suisses, puisque je suis parti du postulat que c'était votre monnaie de base. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, sur ce marché des actions suisses? Et je vais être bref dans la théorie pour avoir encore 1 ou 2 minutes pour la pratique. On fait de la gestion active. Donc, la gestion active, c'est de partir de cet univers de 204 sociétés cotées et ne pas partir du postulat qu'il faut simplement investir basé sur la taille de ces entreprises, donc faire de la gestion passive de réplication d'indices. On a une vocation un petit peu plus noble que ça.
on estime que par l'analyse fondamentale de ces sociétés, on arrivera à déceler celles qui auront plus de potentiel d'appréciation que d'autres. Et tout ça pour arriver à un portefeuille concentré. Donc de ces 204 sociétés, on construit des portefeuilles en actions suisses qui oscillent entre 20 et 30 sociétés. C'est un niveau suffisamment élevé pour être diversifié et suffisamment concentré pour aussi ne pas trop diluer la performance de ces sociétés. Fait très important aussi, vous allez le voir, nous sommes des investisseurs fondamentaux. Ces sociétés, on les connaît, on les rencontre, on les visite, on les suit. Donc c'est vraiment la base de notre réflexion et ce n'est pas simplement, comme le fait la gestion passive, d'investir dans une entreprise basée sur son poids dans un indice. Voilà pour la partie théorique, la partie pratique. Alors malheureusement, je n'aurai pas le temps de développer toutes ces thèses d'investissement. Très simplement, à gauche, vous avez les sociétés dans lesquelles on est le plus investi, le plus représenté, donc nos principales convictions. Et à droite, c'est environ 25% du marché suisse. Vous retrouverez des grands noms bien connus qui sont exclus de notre sélection pour des raisons fondamentales et dans lesquelles nous avons décidé de ne pas investir. À nouveau, si vous avez des questions sur certains de ces noms, n'hésitez pas, on en reviendra volontiers durant la table ronde. Ce que je peux dire pour résumer nos sociétés et celles dans lesquelles on a de fortes convictions dans cet environnement de ralentissement, c'est que c'est toutes des sociétés de très haute qualité, plutôt défensives. Je pense à Lonza, Givaudan, Zurich Assurance, Geberit, qui sont plutôt des sociétés défensives. On a des poches de croissance dans des domaines qu'on considère très porteurs, les semi-conducteurs avec une société un peu plus petite, VAT, la rénovation du bâti énergétique et les data centers avec Belimo, là aussi une plus petite entreprise, ou alors des dominances technologiques comme Straumann, ABB ou Sika qui nous permettent aujourd'hui, malgré des marchés finaux un peu chahutés, d'être très positifs à long terme sur ces entreprises. Le résultat de cette gestion active, je vous l'ai illustré ici, et à nouveau dans une posture qui nous est peu favorable puisque c'est au 8 avril, mais vous voyez que depuis le lancement de cette stratégie de conviction sur les actifs suisses, on a réussi à faire mieux que le marché. Donc le marché est représenté par cette courbe bleue, donc c'est ce que vous auriez eu, moins les frais de la part de la gestion passive. Et cette vocation qu'on a d'essayer de trouver ces entreprises qui performeront mieux a permis de surperformer net de frais les indices de référence d'environ 50 points de base par année. Voilà, je crois que mon temps est imparti. J'ai pas mal de choses sur les droits de douane, mais je suis à peu près persuadé qu'on reviendra là-dessus dans un instant autour de la table ronde. C'est certain. Merci Bruce. Merci, je vous invite à rester avec moi et Valérie, rejoignez-nous également. On a à peu près une demi-heure devant nous. Vous allez avoir le code QR qui s'affiche pour envoyer vos questions. Elles sont peut-être déjà commencées à arriver. Et d'abord revenir sur quelques points évoqués pendant ces présentations. Je commence avec vous, Valérie. Vous avez brièvement évoqué le dollar, mais c'est peut-être ce qui vous inquiète le plus. C'est que le dollar, c'est quand même la monnaie de référence internationale utilisée dans presque toutes les transactions commerciales dans le monde, en tout cas une très très grande partie. Et vous nous dites qu'on est en train de perdre confiance dans le dollar. On est vraiment à un moment de bascule dans l'histoire monétaire ? Alors moi, je ne vais pas commencer à déterminer quels sont les moments de bascule. Je pense que c'est un phénomène difficile à évaluer. Ce qui est très important dans le dollar, ce que vous avez mentionné, d'une part, c'est que ces 50% des transactions internationales sont encore libellées en dollars. Donc c'est une devise qui est cruciale pour l'économie mondiale et le commerce mondial qui est aujourd'hui atteint par les réflexions sur les États-Unis. Et puis, on a deuxième facteur très important sur lequel le président Trump a travaillé dans ces négociations, c'est la détention de dettes américaines par les étrangers, qui bien sûr influence l'évolution du dollar. Il y a beaucoup de dettes détenues à l'étranger. Exactement. Donc, si vous perdez confiance vis-à-vis de la politique menée, on connaît l'évolution du déficit américain, qui est finalement ce qui déclenche un peu la volonté de créer. C'est la dette ramenée au pourcentage, en pourcentage du PIB. La dette, elle a dépassé, 120, elle est à 120. 120 voilà, exactement. Bon, ce qui est un niveau italien. Gérable.
Bon, voilà, mais ça, c'est peut-être une autre question. Mais peu importe, ce qui est important pour le gouvernement américain, c'est de continuer à avoir une certaine crédibilité au niveau mondial, parce que cette dette-là, ce sont les étrangers qui la financent. Donc, toute problématique par rapport à la confiance des États-Unis va se répercuter sur le financement par les étrangers finalement des États-Unis et la dette américaine, ce qui veut dire qu'hier d'ailleurs, pour vous donner un peu potentiellement un catalyseur de la réflexion du président, cette perte de confiance était en train de se matérialiser avec une vente massive des obligations américaines, ce qui a fait monter très fort les taux d'intérêt. Et vous savez que ça, c'est évidemment un obstacle clair pour le financement d'un déficit ou d'une dette. Si vous commencez à avoir un refinancement de la dette à des taux très élevés, c'est un problème. C'est probablement ce qui a pu le faire réagir aussi rapidement, mais effectivement, on voit que c'est fragile, sensible, ce dollar et cette dette américaine détenue par les étrangers. Et avec l'expérience que vous avez, c'est quand même un moment particulier pour le dollar pour vous? Il y a déjà eu des doutes aussi importants liés à la monnaie, au billet vert? Alors, oui, enfin, vis-à-vis de la dette américaine, les doutes, ils arrivent régulièrement, et notamment quand il faut décider du plafond de la dette. Hein. Donc, je dirais que aujourd'hui, la zone de volatilité dans laquelle le dollar est tout à fait acceptable. On avait eu une forte appréciation avant la mise en place du gouvernement. Maintenant, on a perdu tout ce qu'on avait accumulé. On est sur des zones d'euro-dollar à 1,10. Le but du président Trump, c'est quand même d'affaiblir le dollar. Hein. D'affaiblir, oui, mais de créer un choc de dépréciation, non. Peut-être pas. Et c'est le risque avec la Chine, c'est de créer en fait une guerre des devises pour compenser la guerre des tarifs. Et le franc suisse, dans tout cela, il va rester fort, il est toujours plus fort? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas le franc suisse, c'est un peu la résultante. La question aujourd'hui, c'est vraiment le dollar vis-à-vis de l'euro et des autres devises avec lesquelles nous, on traite. Et c'est essentiellement ça qui oriente le franc suisse versus l'euro. Ce n'est pas un mouvement de valeur refuge dans le franc suisse. On n'est pas dans ce contexte-là, à mon avis. Donc oui, un franc fort, ça restera. Par contre, un franc qui s'apprécie systématiquement, il y a des questions qui se posent. D'accord, merci. Bruce, passons à vous. Vous avez peut-être remarqué que SGS n'était pas dans le portefeuille. Je me suis demandé si c'était lié à un déménagement récent. Vous êtes la Banque cantonale de Genève. On n'est pas rancunier. Pas rancunier. C'est pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, très clairement. En quelques mots, ces raisons? Alors, SGS, ça fait plusieurs années qu'elle n'est pas dans le portefeuille. Les choses vont beaucoup mieux dans la société, mais disons qu'ils nous ont toujours donné des objectifs qu'ils ont eu beaucoup de peine à atteindre. Et une des clés dans notre sélection d'entreprise, c'est de pouvoir faire confiance, notamment dans la direction générale de l'entreprise qu'on va acheter. SGS l'a beaucoup renouvelé en bien, mais le prix de son action s'est aussi largement apprécié. Et on considère qu'aujourd'hui, il y a plutôt une balance des risques qui est négative sur SGS plutôt que positive, même si on reconnaît les talents de la nouvelle CEO de SGS qui a malheureusement le défaut d'habiter à Zug. Et donc je pense que derrière le déménagement, il y a aussi une certaine volonté personnelle de se rapprocher de son lieu de travail. Mais ça n'engage que moi. On verra si un jour le titre revient dans votre portefeuille. Un autre point sur ce portefeuille, Swisscom. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont clients de Swisscom. Qu'est-ce qui justifie son exclusion? Alors, dans ce portefeuille vraiment de forte conviction, vous avez compris qu'on cherche le gain en capital, ce qui n'est pas vraiment la thèse d'investissement derrière Swisscom. On l'a dans d'autres stratégies, notamment des stratégies de haut dividende. Swisscom paye un très bon dividende, on considère qu'il est relativement sûr. Donc on apprécie cette société, mais pour une autre thématique que le gain en capital de ces sociétés de qualité qu'on a sélectionnées ici. Merci. Un point peut-être plus général sur le marché action lui-même. Vous avez évoqué la correction. Ce matin, ça a perdu à peu près donc, 15% en quelques séances depuis l'annonce du jour de la libération, comme Donald Trump l'appelait. Ça rebondissait de 8% ce matin. On était à peu près à 4% quand on a commencé cet événement. Est-ce que c'est
c'est un bon point d'entrée peut-être pour les investisseurs ou consolider son investissement en actions et en particulier en actions suisses parce que les fortes corrections, bien, voilà, ça crée des opportunités. Certainement. Alors, un peu comme Valérie, je botterai en touche. Je ne suis pas celui qui sait appeler les bons points d'entrée ou de sortie, et je vous défie d'en trouver un. Mais très concrètement, ce qu'on peut observer, c'est que les marchés actions, et notamment le marché actions suisse, est aujourd'hui 10% moins cher qu'il ne l'était au début du mois d'avril. Et ce constat, nous, quand on parle aux sociétés investies, quand on voit les perspectives pour ces entreprises, on considère que cette correction elle est injustifiée. Et on le verra certainement au travers d'exemples. Mais ces sociétés réussiront à faire face à ce monde très incertain et très en mouvement. Et comment est-ce que vous expliquez finalement que les fondamentaux restent si bons, que malgré ces chocs, les entreprises soient solides? Je crois qu'elles sont habituées à vivre dans un monde de choc. Elles l'ont été déjà depuis un certain temps. On a une théorie qui se matérialise un peu plus chaque année que ces entreprises suisses, à cause de la force du franc suisse, doivent rester très habiles, doivent rester très adaptables à leur environnement. Et finalement, aujourd'hui, c'est un choc sur les tarifs qui n'arriveront pas, mais elles ont déjà travaillé bien en amont à diversifier leur base de production, à se relocaliser, notamment là où elles produisent, non pas parce qu'elles ont vu M. Trump et ses tarifs venir, mais simplement parce que la force du franc les a poussées à plus produire là où elles vendent pour moins être exposées au taux de change. Donc ça, c'est un exemple très concret qui, je pense, met en avant ce côté très habile de nos entreprises. La discipline forcée. La discipline forcée qui les a amenés à des niveaux d'efficience assez élevés. Vous parlez de l'impact de ces ce tarif douanier. Ça rejoint aussi un point qu'évoquait Valérie Lemecq dans sa présentation. Ces simulations, on calcule avec un taux à 10%, finalement un impact qui n'est pas si grand. C'est peut-être l'occasion aussi d'expliquer comment fonctionne ou comment se transmet un droit de douane, parce que on a pu lire ou croire que voilà, le prix dans le commerce allait augmenter de 31% quand on était encore dans ce scénario-là. Ce n'est pas forcément ce qui se passe. Est-ce que, un point de vue micro et puis macro, comment ça se traduit? Il faut l'expliquer. Oui, très volontiers. Alors effectivement, ce n'est pas sur le prix de vente que ça va être répercuté, c'est plutôt dans la chaîne de valeur ajoutée. Donc s'il y a 1, 2 ou 3 revendeurs, ça sera dans cette phase-là. Donc l'iPhone qui était, si on prenait une mesure de rétorsion contre un iPhone, c'est pas forcément directement ce prix-là qui augmente. Non. Mais par contre, il y aura une réduction de certaines marges dans la chaîne de valeur ajoutée. Alors j'avais préparé beaucoup de choses, ça n'a plus aucune valeur puisque les tarifs, en tout cas, ont été largement réduits et la pharma. Gardez-les de côté parce qu'en juillet, c'est bon. Hein. Je les ressortirai, le travail fait servira certainement, mais je vous ai aussi illustré un élément. Ces sociétés, elles sont exposées aux États-Unis, je vous ai dit environ 25% des ventes, mais ce n'est pas tout qui est exporté. Il y a beaucoup qui est produit localement. Alors c'est très difficile d'obtenir des chiffres précis. On a estimé ici du mieux qu'on pouvait. Par exemple, pour Roche, qui a quasiment la moitié de ses ventes aux États-Unis. Alors on pourrait se dire que c'est dramatique pour Roche, alors quoique la pharma est encore exempt de ses droits de douane, mais ils y produisent déjà environ 30%. Donc il y a évidemment de l'importation qui est faite, mais ce n'est pas l'entier des ventes qui est importé. Il faut aussi savoir qu'il y a des mécanismes pour venir amoindrir l'impact, et le mécanisme le plus puissant, c'est d'augmenter les prix. Et ça, je vous l'ai dit en introduction, et c'est à peu près le dénominateur commun de ces sociétés suisses, en tout cas celles qu'on sélectionne. Elles ont un fort pouvoir sur les prix. On n'est pas inquiet, elles ne sont pas inquiètes. Vous voulez dire un fort pouvoir qu'elles peuvent augmenter le prix, mais la demande restera là. Parce que si on augmente le prix, le consommateur pourrait se détourner du produit. Si l'augmentation de prix va jusqu'au consommateur, parce que comme on disait, il y a souvent des intermédiaires, donc évidemment qu'il y aura de la profitabilité qui sera impactée négativement par ces hausses de prix, et tout est question, comme toujours dans les affaires, de rapport de force. Et on est, nous, en Suisse, plutôt orientés vers des sociétés qui ont un rapport de force positif par rapport à leurs distributeurs. Parce que des produits peu remplaçables, haute qualité. Exactement. Et Valérie, au niveau macro, c'est cette transposition des situations des entreprises qui permet d'être finalement un peu rassurant dans vos projections sur l'impact de ces droits de douane. Et oui, vous l'avez vu au niveau de l'inflation, même ce n'est pas des niveaux d'inflation qui sont délicats. On a, dépendant des pays, bien sûr, il y a des pays qui sont beaucoup plus touchés, mais on a des notions d'inflation de 0,3, 0,4% annuel, ce qui est tout à fait gérable. Donc, je crois que la chaîne de valeur est très importante dans ce domaine-là.
on ne doit pas oublier qu'il y a beaucoup d'interactions aussi dans cette chaîne de valeur et que les taux de change vont venir ou temporiser ou accentuer un peu le mouvement des prix. Donc il y a des interactions qui se mettent en place. Et puis je voudrais dire qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans tout ça. On a les prix du pétrole qui ont fortement baissé. Donc pour un consommateur ou même pour un entrepreneur qui produit avec une intense énergie, eh bien ce sont relativement des bonnes nouvelles, ces conséquences et interactions. Donc attention à une analyse un peu unilatérale qui mènerait à taxes, crainte, plus rien, et puis la fin du monde, comme nous le disaient les marchés financiers. Merci, j'ai reçu déjà pas mal de questions, je propose qu'on les prenne les unes après les autres. Là, Bruce, il faudrait quand même sortir votre boule de cristal. Est-ce qu'on envisage de nouvelles fortes corrections dans ce contexte qui est quand même très instable, hein, puisque on passe d'une tension avec des 3 douanes à 31%, et puis un petit tweet, hein, on en a eu une partie, qui ne dit pas que dans 10 jours, Donald Trump change d'avis et en remette une couche nouvelle, ou qu'avec avec la Chine, ça se passe mal. Donc, comment est-ce que... C'est vous qui disiez qu'il faut accrocher sa ceinture, je crois. Comment, donc de nouvelles corrections attendues dans les mois, les semaines qui viennent? C'est très compliqué de dire oui ou non, et pourtant, pour ceux qui me connaissent, c'est ce que je m'efforce de toujours faire. Donc je vais ici vous dire, en tout cas, je ne pense pas. Donc c'est pas non, mais c'est je ne pense pas. Pour une raison, c'est qu'on a déjà eu, je dirais, quelques éléments d'entreprise, et notamment ce matin une entreprise très locale, Givaudan, qui vient d'annoncer ses résultats, qui nous démontrent qu'en fait il y a des forces qui sont beaucoup plus fortes, sous-jacentes, que l'activité, bien qu'en ralentissement, est toujours soutenue. Valérie l'a montré, le consommateur est plutôt dans un bon état, peut-être à l'exception des États-Unis, mais on a plutôt un consommateur qui est en bon état. Et la clé, évidemment, ça sera les investissements d'entreprise. Et vous aurez bien compris que cet environnement très incertain de taxes, puis pas, puis peut-être de nouveau, ne pousse pas vraiment l'entrepreneur à faire des projections, à investir. Donc il va falloir être sélectif. Il y a des domaines qui seront plus impactés que d'autres. Et ça, c'est finalement notre mission, de sélectionner ces domaines moins impactés dans cet environnement plus incertain. Merci. Je peux rajouter un élément. Je pense qu'on est vraiment dans un contexte, et ça c'est un contexte de tassement. On n'a pas une accélération de la croissance où le sentiment domine sur les marchés. Donc ça veut dire à la fois qu'on peut avoir des corrections, mais à la fois des rebonds comme on le connaît aujourd'hui. Le sentiment, ça veut dire qu'on exagère un peu trop, exactement, un peu trop de passion. Parce que le sentiment... il oriente la décision. Prenez un entrepreneur qui aujourd'hui est face à une situation où il n'y voit pas clair. Forcément, qui va se laisser dominer par ce sentiment de se dire mais j'attends pas, j'y vais, je prends un risque ou pas un risque. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, dans les marchés actuels, c'est que le sentiment domine. Mais ce sentiment-là, c'est toujours périodique. Et à partir du moment où les fondamentaux vont reprendre le lead, et aujourd'hui, on n'était pas dans ces derniers jours, on n'était pas du tout dans des phases, et ça, tu peux le dire, d'annonce de profit ou réellement de fondamentaux sur lesquels on pouvait s'appuyer, et ce qui a accentué les effets du sentiment. Mais dès que vous avez des fondamentaux qui viennent solidifier l'approche des entreprises, quelque part, vous allez limiter la partie du sentiment qui va décider dans votre décision d'investissement. Une question qui n'est pas boursière. Pourquoi le dollar reste-t-il la première monnaie d'échange? Ne pourrait-on pas le changer contre une autre devise? Valérie. Quelle autre? Alors, deux questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'il reste si fort? Parce qu'il y a une dépendance systématique vis-à-vis des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un marché déjà important. On le voit, nous, avec notre certaine dépendance qu'on a du secteur de la pharma vis-à-vis de ce marché. C'est la plus grande économie du monde? C'est quoi? C'est un quart du PIB mondial? Alors oui, c'est effectivement, ça atteint 27% du presque, PIB mondial. Donc vous êtes parfait dans votre analyse. Après, il y a évidemment des chiffres qui peuvent être contestés, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est surtout une économie qui a continué à être prospère et à intégrer les innovations dans la productivité. Donc c'est une économie qui à ce niveau-là est très solide.
et que on est dans une phase de croissance où la productivité est déterminante. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation où la démographie qui contribue à la croissance est en déclin, surtout dans nos économies occidentales. Donc là où vous allez créer la productivité, c'est là où vous allez continuer à dominer le monde. Ce n'est pas tant parce qu'ils échangent énormément, puisqu'on sait que ce n'est pas des exportateurs massivement, mais c'est essentiellement parce qu'il reste un pôle d'innovation et de développement important. Et donc ça veut dire que pour l'instant, aucune autre monnaie ne pourrait remplacer le dollar si oui, ce serait laquelle? Alors, il n'y a pas un remplacement. Par contre, je pense que ce mouvement de segmentation internationale qu'on commence à avoir au niveau du commerce, avec plus de régionalisation, moins de flux qui traversent le monde d'un endroit à l'autre et des flux financiers aussi, on peut avoir plusieurs devises qui deviennent des devises de référence. Et donc, en fonction, quelque part, de la région avec laquelle vous travaillez. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les 50% sont liés à ces échanges commerciaux. La monnaie de réserve, c'est aussi lié au fait que les échanges commerciaux restent intensifs en dollars et que plus vous allez segmenter ça, moins on aura sans doute besoin du dollar et on pourra avoir l'émergence de différentes devises. Et là, on parle dans 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas pour lundi prochain. Je ne sais pas, parce que je pense que le choc et ce que provoque cette situation actuelle, c'est un peu une prise de conscience. On l'a eu lors de la crise du Covid. Lors de la crise du Covid, on a eu la prise de conscience que si on était dépendant sur le secteur de la pharma ou d'autres secteurs de biens indispensables, eh bien, on était dans une situation délicate. On a changé ça. Les États-Unis notamment, ils ont créé un secteur de la pharma alors qu'il était plutôt faible de ce côté-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur la dépendance qu'on a vis-à-vis des États-Unis et de ce marché-là? Donc c'est peut-être le bon moment de diversifier de plus en plus les sources de revenus, et notamment un petit peu hors des États-Unis. Alors c'est presque une transition parfaite avec une autre question. Quelqu'un qui avait investi une somme conséquente à la BCGE en dollars, ça c'est déception visiblement sur le placement. Est-ce que c'est le moment de passer au franc? Il faut arrêter d'avoir des placements en dollars. Bruce, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette personne? Peut-être que vous continuerez la discussion en privé après. Alors, puisque ça a référence à la monnaie et que je sais reconnaître mes limitations, retourne à Valérie. Passer la patate chaude à Valérie. Alors, ce qui est vrai dans l'investissement que vous avez pu faire au niveau des portefeuilles en dollars, c'est que nous, on a une nature propre qui est de dire, quelle que soit la devise dans laquelle vous investissez, pour nous, on est spécialiste sur le marché suisse, on vous l'a dit, et ce marché suisse-là, c'est le corps du portefeuille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières années? C'est que c'est le marché américain qui a dominé les performances, le dollar a évolué, pas forcément dans le sens d'un transfert vis-à-vis de la Suisse. Et vous avez eu un marché suisse qui a finalement, par rapport au marché américain, largement moins offert de gains. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle ces portefeuilles-là, chez nous, en particulier chez nous, ont très mal performé. Maintenant, est-ce que c'est le moment de changer ? Justement pas. Justement pas parce que, le dollar est en train de se déprécier. Donc, quelque part, vous allez avoir des gains du marché européen ou du marché franc-suisse qui vont aider la performance du portefeuille en dollars. Et vous avez par ailleurs un marché suisse, un marché européen qui reperforme bien, qui finalement compense un peu l'écart qu'on a pris quand on était en dollars. Donc, ce n'est pas le moment de changer. Merci pour la réponse. Est-ce qu'on pourrait remettre
le graphique avec la composition du portefeuille, les exclusions. C'est une question qui est liée à ça. On avait un petit peu avant. Je recule. Voilà, très très bien. Ah non, trop loin. Il faut revenir, un petit peu de latence. Il y a un petit peu de latence. Alors, il y a une question sur Lonza, mais je vois que Lonza est quand même dans les principales convictions, mais néanmoins, Lonza fabrique, je lis, les médicaments, mais ne les développe pas. Les grosses pharma, comme Roche et Novartis, ont des sites de fabrication également aux États-Unis. En ne considérant que Lonza, BCG ne se prive-t-elle pas de bénéfices du marché américain, qui reste le principal marché des médicaments? Bref, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas basculer peut-être Sandoz reviendrait là. Il y a où Novartis là? Novartis n'est pas. Alors, il y a une subtilité très importante. Ici, c'est les 10 principales convictions. Mais je vous ai dit, il y a environ une vingtaine de titres. Et sur Roche et Novartis, on est investi, mais on n'a pas de conviction si forte pour qu'elles apparaissent dans ces 10 principales convictions. Le degré de conviction étant la différence entre le poids dans l'indice et le poids dans le portefeuille. Donc on est investi dans Roche et Novartis. On préfère largement Lonza, qui, très justement souligné par cette personne, fabrique uniquement les médicaments, ne les développe pas, donc ne court pas ce risque de développement. En plus, Lonza est beaucoup plus diversifiée et on a cette vraie tendance. Alors c'est vrai. Diversifiée dans quel sens? Elle a beaucoup de molécules, elle a environ 900 molécules en ce moment en développement chez elle, sur à peu près toutes les indications thérapeutiques existantes. Donc on n'est pas en train de parier sur une indication thérapeutique, sur un développement très précis, comme par exemple peut l'être Novartis ou Roche, qui veut notamment beaucoup développer sa franchise sur le GLP-1, le traitement de l'obésité et du diabète. Donc là, il y a un risque de développement qui est pris par Roche. Lonza, alors, en l'occurrence, ne travaille pas pour Roche sur cette indication, mais si ça ne fonctionnait pas, a beaucoup d'autres diversifications dans son portefeuille qui lui permettraient de compenser. Parce que Lonza, c'est un grand fournisseur de toute la planète pharma. Exactement. C'est le plus gros fournisseur sous-traitant pharmaceutique. Ils ne font plus que ça. Ils ont fait beaucoup de choses par le passé. Ils ne sont pas issus de la pharma à la base, ils sont issus de la chimie. Mais la sous-traitance pharmaceutique n'est rien d'autre que de la chimie, quand même un petit peu plus poussée, un peu plus encadrée que notamment les traitements pour les eaux de piscine ou pour les bois, activités dans lesquelles ils étaient présents jusqu'à une dizaine d'années. On n'a pas encore parlé matières premières, même si Valérie Lemaigre a évoqué le cours de l'or dans sa présentation. Le prix du pétrole baisse. Valérie, est-ce que ce n'est pas un signal avancé d'une récession quand même qui vienne, hein? Vous disiez qu'il n'y a pas de crainte de récession, mais cet effondrement du prix du pétrole, il traduit quand même bien une crainte de ralentissement marquée. Alors, quand on veut l'interpréter, effectivement, c'est ce qu'on dit. Puis on le met dans le bloc global de perte de confiance, de récession attendue. Il ne faut pas oublier que tout ça se fait dans un contexte où l'OPEP a décidé de continuer à produire plus. Donc, elle met sur le marché le pétrole nécessaire un peu un pied du nez, on va dire, au président Trump, hein, puisque finalement, il y a en dessous d'un certain niveau, le pétrole n'est plus rentable aux États-Unis parce que l'extraction du pétrole aux États-Unis nécessite quand même un prix de base qui soit supérieur à 65. Donc en jouant ce jeu politique, vous avez quand même là derrière quelque chose qui n'est pas lié à une récession, mais plutôt à une offre abondante. Alors vous me direz, bah oui, mais avec une demande qui se rétrécit. Non, une offre abondante, ça c'est le premier, on va dire la première justification de cette baisse rapide des prix. Merci. On a encore quelques minutes. Vous pouvez continuer de nous envoyer des questions. J'aimerais vous entendre sur la Chine. On a parlé beaucoup des États-Unis, peut-être trop des États-Unis. Les sociétés que vous sélectionnez, Bruce, elles ont quelle perspective en dehors des États-Unis? C'est l'Europe absolument importante ou bien non? C'est la Chine et puis on vient de signer un accord de libre-échange avec l'Inde. Donc là, il y a un potentiel très important. L'Inde, c'est quand même le pays le plus peuplé de la planète désormais, davantage que la Chine. Est-ce que c'est aussi des critères que vous retenez dans vos sélections de titres? Oui, bien sûr que c'est très important. Et pour mentionner ces trois exemples, donc Chine, Inde et Europe, c'est vrai que nos sociétés sont plus exposées à l'Europe qu'à la Chine et l'Inde aujourd'hui. Alors ça dépendrait évidemment du secteur d'activité, mais essayons de généraliser. Et aujourd'hui, l'Europe, Valérie en a touché quelques mots, pour nous est une belle exposition, notamment l'Allemagne. On a tous suivi le plan de relance allemand, le plan d'infrastructure allemand. C'est nouveau ça, on se serait vu il y a un an, vous nous avez Alors dit c'était autre chose? Oui, c'était très clairement plus compliqué, hein. Le plan de relance n'était pas là, les taux étaient beaucoup plus hauts.
le marché immobilier allemand a beaucoup souffert. Ça a changé, ça s'oriente mieux. On n'est pas encore dans des situations réjouissantes, mais ça s'oriente beaucoup mieux. Sur la Chine, c'est encore très difficile. Toutes nos sociétés qui y sont exposées sont surtout dans le domaine de l'industrie. Et ce qu'on entend, c'est que l'activité en Chine reste très compliquée. Et l'Inde, on a peu d'exposition à l'Inde parce qu'effectivement, sans cet accord de libre-échange, il n'y avait pas vraiment de conditions cadres qui poussaient nos entreprises à s'y établir. On a néanmoins une certaine exposition aux consommateurs indiens via quelques entreprises et c'est très intéressant. C'est d'ailleurs une forte croissance qu'elles connaissent grâce à ce consommateur indien qui est grandissant. Merci. Valérie, sur l'économie chinoise et son impact, est-ce qu'elle peut nous aider à éviter une récession? On entend quand même beaucoup dire qu'elle est en difficulté, elle a connu une grande crise immobilière, sa démographie est difficile, la population commence à diminuer. Mais néanmoins, est-ce que dans ce contexte international, on est peut-être intéressé à suivre de près ce qui se passe là-bas? Je pense que ça reste un grand marché. Toute la question qui est traitée aussi avec l'Inde, c'est de dire on subit depuis quelques années justement la baisse de demande de produits de luxe, en particulier l'horlogerie venue de la Chine, et à Genève, c'est un marché d'exportation très large, hein, puisqu'on a presque 80% des exportations genevoises qui sont des exportations de l'horlogerie et de la bijouterie, dont les 3/4 vont vers l'Asie, en particulier la Chine. Donc je pense que tous ces exemples doivent nous pousser à réfléchir à la diversification de nos activités, parce que nous rendre trop dépendants d'un seul marché est réellement un problème. Et donc l'Inde est une autre opportunité. Et si vous avez un souci parce que la Chine, au niveau de l'horlogerie et puis des débouchés qu'on a, réduit sa demande, quelque part, essayons de conquérir d'autres marchés. En revanche, la Chine, ces derniers temps, a énormément importé en pharma. Donc, ce n'est pas un marché fermé, c'est un marché qui doit rester un potentiel pour nous, pour certains produits, et surtout un potentiel de diversification. Et là, je reviendrai sur la remarque de Bruce par rapport aux Européens. N'oublions pas qu'on a un des plus gros marchés aussi à côté de nous. C'est aussi nécessaire de se diversifier un peu plus avec les Européens. On attend pour une dernière question avant le cocktail dînatoire. Et à propos de diversification, ça tombe bien aussi. Est-ce que les monnaies numériques pourraient être un placement? Lequel de vous deux veut se risquer là-dedans? Ma réponse sera trop brève. Je laisse l'honneur. C'est parce qu'il n'y a pas de monnaie numérique suisse? Encore qu'il y en a une qui est basée à Lugano, je crois. Mais... Non, alors on n'est pas du tout spécialisé et je crois que je vais me répéter, mais on sait aussi reconnaître nos limites de compétences et en tout cas, c'est bien loin des miennes. Valérie, on a parlé du dollar, on a parlé d'autres devises. Est-ce que le Bitcoin ou d'autres? Alors, les devises numériques en l'état actuel, en tout cas celles dont on parle et qui sont cotées et qui font l'objet d'investissements par ETF, sont encore des monnaies de spéculation, ne sont pas encore des monnaies de référence pour quelconque gouvernement, même si notre président Donald Trump avait le souhait d'intégrer le Bitcoin dans ses transactions ou voire même libeller sa dette. On n'y est pas. Donc tant que ces monnaies ne sont pas des monnaies reconnues par les banques centrales, ça reste un objet de spéculation. Et donc si vous êtes un spéculateur ou que vous aimez prendre des risques et vous aimez subir la volatilité, je pense libre à vous. On a tous besoin de se donner un petit coup d'adrénaline une fois de temps en temps. Très bien, on finira par l'adrénaline. Donc, Valérie Lemaigre, chef économiste, Bruce Crochin, chef de l'Asset Management. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous pour vos questions. Merci à vous. Et la discussion peut continuer juste à côté. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui.